Bienvenue dans le débat de France 24. Et donc deuxième crainte d'une attaque à la voiture bélier en 2 jours. Après Londres hier, c'est au tour d'Anvers aujourd'hui. Un chauffeur d'un véhicule a été appréhendé avant de faire des victimes à bord de sa voiture. Les enquêteurs ont découvert des armes blanches et un fusil anti-émeute. L'Europe est-elle face à une nouvelle vague d'attentats? Avec nous, pour en parler, j'accueille Jacques Poinas. Bonjour, vous êtes ancien chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ici en France. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Roger Marion, vous avez dirigez-vous la division nationale antiterroriste. Eliamine Soum, vous êtes sociologue, enseignant à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste du fondamentalisme religieux. Et enfin Jérôme Pigné, chercheur associé à l'Institut Thomas More, spécialisé sur la politique sécuritaire au sein de l'Union européenne. Alors on va revenir d'abord sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Anvers, parce qu'on attend évidemment de connaître exactement les circonstances et surtout l'identité de la personne qui était au volant de ce véhicule. Jacques Poinas, un homme a donc été appréhendé. On a d'abord pensé, c'est du moins ce qu'affirme le parquet fédéral belge qui est compétent en matière de terrorisme, qu'il s'agissait d'un ressortissant français résident en France. Et puis on a un doute effectivement sur sa nationalité. Il pourrait s'agir en fait d'un Tunisien et non pas d'un Français, pas forcément d'ailleurs connu des services de renseignement français, et qui roulait, semble-t-il, sous l'effet de l'alcool, mais en tenue de camouflage. Que nous disent ces différents éléments d'après vous ? Bon, je crois qu'il faut rester très prudent parce que nous n'avons pas les éléments d'appréciation suffisants, je crois, à l'heure actuelle. Toutefois, il est possible que ce cas se rapproche un peu de l'affaire d'Orly de samedi dernier et que nous ayons affaire dans ce type de cas, je dirais, à des imitateurs qui, sans être, je dirais, de véritables radicalisés, sont des gens, mais il y en a déjà eu dans le passé, des actions de ce type, je dirais parfois à l'équilibre psychologique fragile ou sous l'effet de l'alcool, qui, je dirais, adoptent un comportement pseudo-djihadiste, je dirais, et donc se lancent dans des opérations d'imitation des actions, je dirais, des actions véritablement authentifiées comme relevant de Daesh. C'est également votre avis, Roger Marion. On ne peut pas encore de manière certaine là, qualifier la nature de l'acte elle-même, ni les motivations, puisque bien sûr on les ignore du chauffeur. En droit français, juridiquement, c'est une action terroriste, mais par définition. Présentement, disons qu'il y a effectivement un problème de mimétisme, beaucoup plus qu'un problème de vocation et d'allégeance à l'État islamique. Et on voit très bien que, comme l'a dit Jacques Poinas, à Orly et à Anvers, ce sont, disons, des gens qui usent de substances toxiques mélangées avec de l'alcool pour se donner le courage, quoi, voyez. C'est-à-dire, ce ne sont pas de véritables kamikazes. Eliamine Soum, d'après vous, c'est cela. On utilise des psychotropes ou de l'alcool pour se donner du courage. On n'a pas affaire éventuellement à simplement un criminel de droit commun qui transportait effectivement des armes illégalement et qui, voyant des policiers, a voulu fuir un contrôle et puis a été pris en chasse. Ouais, alors, je rejoins un petit peu la prudence. C'est un petit peu tôt pour analyser. Il y a toujours le temps médiatique, le temps politique, et puis il y a le temps judiciaire, le temps de l'enquête, du travail des services de police. Alors, ce qu'il faut dire déjà, parce que c'est toujours compliqué de définir ce qu'est aujourd'hui la radicalisation. C'est un mélange d'une expression radicale de la religion, d'une vision de rupture avec la société et l'expression de la violence. Donc on a un certain nombre de profils qui aujourd'hui sont des fondamentalistes religieux, quels qu'ils soient. On retrouve ça chez les protestants, donc chez certains musulmans qui ne sont pas dans des situations où ils veulent de la violence. Et puis il y a des phénomènes un petit peu de bascule. Et puis pour bien comprendre aussi les phénomènes du fondamentalisme au sens premier, c'est né aux États-Unis dans la tradition protestante, c'est une vision binaire du monde, le bien, le mal. C'est un petit peu la vision de George Bush. Et c'est toute cette vision un petit peu du born again, de quelqu'un qui vivait un petit peu dans la débauche, mais qui a retrouvé le chemin de Dieu. Et dans les pratiques des fondamentalistes, vous avez, et je vais vous donner un exemple très concret, des gens qui disent « puisque je porte une barbe depuis quelques mois et une djellaba, je ne peux plus aller acheter mon shit ». Donc ils envoient des personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie difficulté à lire le discours et les pratiques de ces individus. On s'aperçoit qu'il y en a, ils font usage de psychotropes, de toutes ces choses-là. Et il y a surtout cette différence entre le discours et les pratiques. Il y a une logique chez un certain nombre de fondamentalistes de schizophrénie,
une double vision, un petit peu de différence entre le discours et les pratiques. Ces images que vous pouvez voir actuellement sont en direct à Trafalgar Square. Vous le voyez, la foule réunie dans cette place du cœur de Londres, pas très loin d'ailleurs de Westminster où a eu lieu hier l'attaque, et bien observe une minute de silence en présence du maire de la ville, Sadiq Khan, qui va allumer trois bougies en hommage aux 3 victimes mortes hier, tuées par l'assaillant dont on a appris donc aujourd'hui l'identité. Il s'agit d'un Anglais de 52 ans, un natif du Kent. Il résidait dans le centre de l'Angleterre. Il ne faisait l'objet d'aucune enquête en cours. Il avait été simplement inculpé à plusieurs reprises, notamment pour possession d'armes, donc connu des services de police, mais pas pour des faits de terrorisme. Écoutez ce qu'en a dit aujourd'hui la chef du gouvernement britannique, Theresa May. Ce que je peux confirmer, c'est que l'homme est né en Grande-Bretagne et qu'il y a plusieurs années, il était surveillé par les services de renseignement pour des soupçons d'extrémisme violent. C'était une figure secondaire. Le cas est historique, il n'était pas dans les radars des services de renseignement ces temps-ci. Il n'y avait aucun signe préalable d'une intention ou d'un passage à l'acte. Voilà, un homme donc qui avait fait l'objet d'une surveillance pour un soupçon d'extrémisme violent, mais sur lequel ne pesait plus ce soupçon d'un passage à l'acte imminent. Jérôme Pigné, c'est un individu déjà qui frappe par son âge. On n'a pas l'habitude, j'allais dire, de voir des djihadistes ou apprentis djihadistes passer la cinquantaine. Non, c'est sûr. Et puis ce que vous mentionniez tout à l'heure sur l'usage de substances, on l'a vu sur d'autres théâtres d'opération pour combler des fois ce manque de courage. Mais c'est vrai que... Alors c'est pas le cas a priori de l'assaillant de Londres. En tout cas, rien pour l'instant n'atteste que lui était sous l'effet de l'alcool, voilà. Aurait agi sous l'effet de l'alcool. Mais c'est vrai que en termes de profil, de toute façon, maintenant on va aller vers quelque chose où on aura peut-être plus l'habitude de voir, parce qu'en fin de compte, la menace, elle est pas uniforme. Et maintenant, alors surtout s'il s'agit de quelqu'un qui est isolé, ça correspond pas forcément à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais on va encore une fois aller vers une évolution, prolifération de différents profils. Et c'est justement là le problème. On parlait de radicalisation tout à l'heure. La difficulté, c'est justement d'anticiper au maximum les profils des personnes qui peuvent passer à l'acte. Alors cette attaque, cet attentat d'hier a donné lieu à un coup de filet en Angleterre, aussi bien à Londres d'ailleurs qu'à Birmingham. 8 personnes ont été interpellées et sur ces 8 personnes, 6 semble-t-il étaient impliquées dans la préparation d'un attentat. Ça veut dire, Jacques Poinas, que incidemment, on a découvert que peut-être en Angleterre, peut-être ailleurs, on ne sait pas encore, d'autres attentats sont actuellement en préparation en Europe. Alors, on a peu de détails et la police britannique est toujours très discrète. Et on ne connaît pas très bien, je dirais, le lien qui existe entre les personnes interpellées, les perquisitions et l'individu abattu à Westminster. Donc, on a un peu de mal encore à évaluer quel était le je dirais, s'il s'agissait d'un individu isolé ou si les gens interpellés avaient des contacts établis avec l'homme abattu. Donc, je crois qu'il est encore très difficile de parler sur ce point-là. La police britannique, il est possible également que les polices britanniques aient, je dirais, profité de cet événement pour faire des opérations qui étaient plus ou moins programmées, mais ont pu les accélérer sans qu'il y ait forcément un lien direct entre l'individu et les personnes interpellées. Ce sont même les 8 personnes, affirme la police britannique, qui étaient soupçonnées d'être impliquées dans la préparation d'actes terroristes. Roger Marion, l'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. D'autres personnes liées, semble-t-il, à cet individu qui a été abattu hier par la police préparaient d'autres attentats. Cela veut dire qu'on est quand même dans une organisation, là, clairement en réseau, et que finalement, malgré les coups portés au groupe État islamique en Irak et en Syrie, ce groupe continue de préparer des attentats sur le sol européen ? Oui, bien évidemment, puisque vous savez très bien que... il y a énormément d'activistes qui sont allés combattre en Irak, qu'ils sont pour certains qui sont revenus en Europe. Et cette opération qui a été conduite immédiatement par la police londonienne montre qu'il y avait eu préalablement un travail de renseignement. Donc ils ont, comme disait Jacques Poinas, y a-t-il ou n'y a-t-il pas, mais certainement il y a des relations avec l'homme qui a été abattu.
Et en ce qui concerne la préparation, vous comprenez, à partir du moment où il y a une attaque frontale, une action qui est menée contre l'État, il faut qu'il y ait une riposte. Oui. Donc la riposte, elle est simple, c'est qu'on regarde dans les relations de la personne qui est identifiée et on ratisse très large et on intervient pour, disons, éviter la commission d'un autre attentat. Le fait qu'on ait arrêté 8 personnes pour montrer qu'on agit, on comprend bien effectivement qu'il y avait la volonté des autorités britanniques de montrer qu'elles n'étaient pas inertes, mais enfin très rapidement, en quelques heures, moins de 24 heures du mois, on arrive à remonter, semble-t-il, vers la préparation d'autres attentats. Oui, mais... C'est donc, d'après vous, que ces individus faisaient déjà l'objet préalablement d'une surveillance? C'est le fruit d'un travail antérieur? Un travail antérieur. Et dont le lien a certainement été fait, et ce qui explique le déclenchement de l'opération avec l'homme qui a été abattu. Oui. Jérôme Pignet, on a donc affaire peut-être à une cellule, on ne sait pas encore, on attend évidemment d'en savoir plus. Le Royaume-Uni, on le savait, était une cible, risquait d'être, Londres en tout cas, risquait d'être la prochaine cible d'attentats terroristes majeurs et éventuellement multiples. À la question de la menace sur l'Europe, la menace, elle est continue depuis plusieurs années. On l'a peut-être trop rapidement oublié aussi, que ce soit les Britanniques, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France. Il y a eu, dans les dernières décennies, différentes étapes ponctuées par les cycles de menaces. Aujourd'hui, il y a une intensification, en tout cas... de la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak, et pour autant, on continue à voir la menace peser. Et encore une fois, je pense qu'il faut être très prudent parce que l'information telle qu'on la traite aussi dans les médias permet aussi de renforcer cette crainte, à la fois pour les populations européennes, mais aussi elle envoie peut-être des signaux qui peuvent être parfois négatifs ou perçus comme tels par les pays alliés en dehors du continent. Yamin Soum, justement, à propos de cette information, comment expliquez-vous que du côté de la Belgique, on n'ait toujours aucune information précise sur l'identité de l'assaillant, dont on n'est même pas sûr d'ailleurs qu'il ne s'agisse pas d'un simple chauffard, et donc éventuellement de ses motivations éventuelles? Il y a la volonté de maintenir tout cela secret. Les personnes spécialistes des questions de renseignement, ça va un petit peu. Ou est-ce que ça peut être lié à la personnalité lui-même de l'individu? Là-dessus, c'est peut-être la prudence. On l'a vu pour les Britanniques sur leur plutôt bonne capacité à communiquer. Ils ont dit jusqu'à maintenant, on considère que c'est un acte terroriste, on va voir ce qu'il en est. Donc il y a ce qu'on voit, c'est qu'il faut maintenir de l'information. On ne sait pas s'il y a des liens avec un groupe, un certain nombre d'individus. Donc c'est ce que je vous disais sur les différents temps. Il y a le temps de l'investigation et du renseignement qui se fait aussi parfois dans la question du secret. Mais oui. Le fait aussi qu'entre la Belgique, alors d'ailleurs flamande ou francophone, là pour le coup on est plutôt dans la partie flamande, et que la France, puisqu'on a pensé longtemps aujourd'hui que cet individu était résident en France de nationalité française, on n'en est plus tellement sûr. Il y a aujourd'hui une continuum, il y a une porosité des frontières des deux côtés et une facilité à passer d'un lieu à l'autre. On a longtemps pensé que les cellules de Molenbeek descendaient en France, commettaient des attentats, mais ça peut être aussi l'inverse. Écoutez, on est juste à côté de la Belgique, on est dans une phase de l'Union européenne. Alors le cas de la Grande-Bretagne est différent parce que c'est une île qui s'est repliée, comme on l'a vu ces derniers temps, sur elle-même. Donc là, c'est vrai que c'est une question, la question bien évidemment des frontières. Et puis la question, une fois de plus, du renseignement. Est-ce on est en Europe, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans des dictatures. Et ce qui est important, pour revenir un petit peu sur cette dimension du traitement médiatique... On n'est pas aux États-Unis, vous voulez dire le renseignement n'est pas centralisé? Non, il n'y a pas d'enseignement fédéral. C'est la politique répressive. En France, on pense que les gens... Quand il y a eu Saint-Étienne-du-Rouvray, les gens ont dit comment ça se fait qu'il est encore en liberté? On ne va pas mettre quelqu'un 30 ans en prison parce qu'il a tenté de passer en Turquie. Nous sommes des démocraties. L'Europe, à ce titre, est un peu la lanterne de l'humanité. Et ce qu'on peut constater, c'est que ça tient, malgré tous ces coups, finalement, toutes ces attaques qui se sont accélérées, surtout en France ces dernières années. C'est que les sociétés européennes tiennent encore le coup. Vous laissez entendre que ça nous affaiblit malgré tout, le fait de ne pas avoir d'arsenal répressif plus... Non, il y a eu des lois qui ont été votées. Enfin, je veux dire, il y a eu une loi sur le terrorisme, quand même, ça a été renforcé. Maintenant, c'est ce qui a été indiqué sur la question du renseignement. Beaucoup de personnes qu'on a vu qui ont commis des attentats ou qui ont été interpellées,
une grande majorité étaient, on va dire, plus ou moins écoutés. Puis après, il y a toute la difficulté de comment on identifie des gens qui sont dans une discothèque et qui, le lendemain, qui ont une capacité de dissimulation, de commettre un certain nombre d'attentats. Mais ce qui est vrai est important sur cette question, finalement, du tropisme qu'on met sur les médias. Un sociologue allemand, Norbert Elias, parlait de pacification des mœurs en Europe. Ça a été un processus long, lent. On veut vivre en paix. Et c'est vrai que cette violence qui nous explose à la figure, nous rappelle qu'elle n'est pas si lointaine. Des sociétés du côté du sud de la Méditerranée la vivent dans leur quotidien. Elles vivent cette terreur. Il y a des attentats régulièrement aujourd'hui en Irak, enfin sur toute la zone. Et effectivement, ce qu'on peut soulever, et c'est là où il faut faire attention aussi avec ce tropisme et peut-être cette exagération, sans écarter la dimension des mémoires et de conserver cette culture à la fois de la paix et de la démocratie, c'est de dire que finalement... on résiste, les gens continuent à vivre ensemble, même si je pense qu'il y a une volonté de la part de ces groupes de diviser les sociétés européennes, de les fragmenter. On s'inquiète trop rapidement, Jacques Pouanas. Quand aujourd'hui, on a évidemment vu ce qui se passait à Anvers, est-ce qu'on a eu raison tout de suite de penser à un attentat, ou est-ce qu'au contraire, il faut éventuellement même ne pas évoquer cette affaire et attendre de voir ce que nous dit le parquet belge? Je crois qu'il faut relativiser un peu le terrorisme actuel. Il choque beaucoup parce qu'il cherche à tuer massivement et aveuglément. Mais le phénomène de radicalisation, par exemple, on se pose beaucoup de questions sur le phénomène de radicalisation. Dans les années 70 ou 80, on ne se posait pas de questions sur la radicalisation à l'extrême gauche. Pourquoi ou chez les nationalistes basques. Mais le message politique ou identitaire... Des centaines de jeunes étaient capables, je dirais, de sortir d'une vie, après tout, somme toute quand même relativement confortable, pour épouser une cause terroriste, tuer, risquer la mort, risquer des dizaines d'années de prison. La radicalisation existe dans tout terrorisme. Tout terrorisme est à la base d'une radicalisation. Et nous avons connu des radicalisations à l'extrême gauche, à l'extrême droite parfois, et des radicalisations nationalistes ou indépendantistes, bien sûr. Roger Marion, pour vous, il faut, j'imagine bien sûr, vous l'avez dit d'ailleurs, pour l'instant, garder toute la prudence. Mais est-ce que effectivement, on a raison ou tort de s'inquiéter d'une affaire comme d'Anvers et d'en faire un gros titre? C'est vrai que ça a été une question aussi aujourd'hui qu'on s'est posée nous en tant que journalistes. La motivation et le mobile quel qu'il soit ne retire en rien à la qualification juridique. Donc, on est dans la qualification juridique d'une action terroriste avec une saisine du parquet fédéral qui est en charge de la lutte contre le terrorisme. Oui. Donc, d'un individu qui n'a pas fait de victime, qui n'a pas fait de blessé, qui a été interpellé à bord d'un véhicule qui roulait trop vite dans une artère passante. Non, mais d'accord, on est dans la tentative. Oui. Vous voyez comment on est. Donc, juridiquement, je veux dire, c'est le dispositif qui a bien fonctionné. Voilà. Bon, contrairement, malheureusement, à d'autres situations. Reste à savoir si le conducteur avait conscience de ses actes. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du problème des frontières et de la France vers